Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour votre débat économique de la semaine. Pour cette dernière émission de l'année, nous allons vous projeter dans ce qui pourrait nous arriver de mieux, à savoir se libérer de l'énergie fossile et créer de l'énergie verte. Et si l'année 2021 était l'année du démarrage du renouvelable, mais du vrai démarrage, un objectif à la fois si près de nous, par la grâce de Dieu, mais si loin à cause du manque de volonté des hommes. À croire l'actuel gouvernement, la volonté politique qui y est, reste à savoir quel chemin sera emprunté pour la réaliser. L'annonce a été faite il y a quelques jours de cela. L'État s'engage à réaliser 1000 MW d'installations solaires dans 10 wilayas différentes du pays à l'horizon 2035. Cela correspond à 1,5 million de mètres cubes de gaz économisés, et ce, à travers un partenariat stratégique. C'est ce qu'a dit le ministre en charge du secteur. Des appels d'offres vont donc probablement être lancés très bientôt. Quel rôle peuvent jouer les acteurs locaux, nationaux du renouvelable, que ce soit dans le conseil, dans la sous-traitance, dans le montage des panneaux solaires? Les raisons de l'échec du développement du renouvelable jusque-là ont été clairement identifiées. Comment capitaliser nos échecs pour que cette fois soit la bonne? Voici le thème que nous allons développer avec nos invités ce soir. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur Hamoud Mohamed, vous êtes directeur général de Miltech, qui est une entreprise qui est active dans le secteur des télécommunications et énergie renouvelable. Voilà, merci beaucoup. Le plaisir de recevoir monsieur Benriham Haïdar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en énergie renouvelable. Et le plaisir de recevoir à nouveau monsieur Bouchalfa Yaissi, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Le directeur général du cluster énergie solaire. Voilà, avant d'entamer le débat, sachez que le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, qui a récemment établi un rapport sur la production de l'énergie verte en Algérie, défend la notion de producteur indépendant à même de contribuer à l'objectif visé par les pouvoirs publics. Cela étant dit, c'est un objectif qui risque d'être difficile à faire étant donné qu'il est légalement possible, mais jusque maintenant inapplicable sur le terrain. Le reportage pour vous éclairer sur cette question est de Sami Aïd Belkacem. Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables contrairement aux énergies fossiles. L'Algérie est dotée d'un des meilleurs gisements au monde en matière solaire, un des gisements les plus intéressants pour le pays. Il y a également deux moyens d'exploitation. On peut si vous voulez, exploiter le spectre lumineux, c'est-à-dire l'énergie portée par la lumière du soleil, ou on peut exploiter la chaleur véhiculée par le rayonnement solaire. Et donc là, actuellement, sur le photovoltaïque, on a à peu près 600 gigawatts d'installés, alors que pour le CSP, on est autour de 6 gigawatts exploités. Donc voilà, de très loin, les gens maintenant misent sur le photovoltaïque, sur le solaire photovoltaïque et non le solaire thermique. Mais il y a des boîtes, ça veut dire que des gens qui ont déjà investi, ils continuent à faire l'effort de le rendre encore intéressant. Les énergies renouvelables sont aussi une source d'emploi très importante pour le développement et l'évolution du secteur. Justement, il y a une statistique assez précise sur le nombre d'emplois qui sont générés par chacune des branches. Et là, manifestement, ça aussi, c'est une question de bon sens. Ce sont les capacités qui sont travaillées en petite quantité, mais en très grand nombre, qui génèrent le plus d'emplois. Et de très loin, parmi toutes les ressources d'énergie renouvelable qui génèrent le plus d'emplois, c'est le solaire photovoltaïque. Un secteur qui s'inscrit dans une logique de développement durable et de protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est pourquoi les déchets sont considérés comme potentiellement renouvelables, à l'exemple de la réhabilitation de la décharge publique de Ouatzmar. Il a une vue panoramique sur Alger, donc il n'y a ni odeur, ni rien, donc il y a même un espace qui peut être exploité. Sauf que, bien sûr, que là, le fait qu'il y ait une décharge, qu'il y ait un tassement, si vous voulez, de produits. Donc la technique veut qu'on récupère, parce que ça se fermente, si vous voulez. Donc là, je ne reviens pas dans le détail des techniques, mais sur la décharge de Ouatzmar, il y a à peu près 127 puits donc, qui collectent les gaz que dégage donc la fermentation. Et donc la meilleure façon, c'est
Donc de joindre l'utile à l'agréable, théoriquement, on devrait exploiter ces gaz-là, puisqu'on peut produire des choses extrêmement rentables, entre autres l'électricité. Et pour l'amélioration du secteur, il est aussi important de faire participer les investisseurs et de les encourager sur le plan juridique. La production d'électricité ou autres ressources renouvelables a été libéralisée à travers la loi de 2002. Pour ce qui est des IPP, c'est ça, donc c'est là une formule puisqu'il n'y a pas de marché. Donc c'est par exemple dans le dernier programme des 4000 MW qui a été lancé par le ministère de l'Énergie que certaines formules, si vous voulez, d'accord entre, si vous voulez, acheteurs potentiels et investisseurs, qu'il y a différentes formules et la formule d'IPP, c'est Independent Power Producer. C'est l'investisseur qui vient faire un accord, sauf qu'il doit bien sûr avoir des garanties que le client potentiel, c'est-à-dire son gaz, va lui acheter sa production sur une durée donnée. Et donc, théoriquement, ici, les appels d'offres sont faits sur la base d'IPP, c'est-à-dire que la soumission va être faite en matière du moins de 10 ans, par exemple, au kilowattheure vendu à son gaz. Ce qui permettra d'immerger différentes filières et soutenir la création des PME et PMI de ce secteur. Comme il est à noter qu'en Algérie, les capacités installées en énergie renouvelable entre 2010 et 2019 sont évaluées à 390 MW, soit 1,8% des 22 000 MW à déployer à l'horizon de 2030. Nous venons donc d'écouter l'écho du secrétaire général du commissariat aux énergies renouvelables et à la transition énergétique qui donc en tout cas joue un rôle important étant donné qu'ils ont fait pour la première fois un rapport complet sur l'évolution du renouvelable en Algérie. On aura à y revenir. Alors on rappelle également qu'actuellement la capacité totale installée du renouvelable, et corrigez-moi si je me trompe, parce qu'ils sont nombreux les chiffres sur le renouvelable, elle est d'environ 411 MW jusqu'à 2020. À 2020, nous sommes à 411 MW de capacité installée à partir énergie verte et aussi produite à partir du gaz. Alors, première question pour vous, directeur général du cluster. Donnez-nous un état des lieux ou une description sur les capacités de production des opérateurs donc, qui sont apparus depuis que l'Algérie parle du renouvelable. Merci. Je pense que les opérateurs sont apparus pratiquement au même moment où l'Algérie avait annoncé en 2011 de vouloir faire les énergies renouvelables avec des chiffres qui avaient été à l'époque qui étaient de l'ordre donc de 12 000 MW pour la production locale et pour 10 000 MW pour l'exportation. Donc le premier acteur, c'était à ce moment-là. Ensuite, régulièrement, chaque 2-3 ans, il y a eu d'autres. Donc majoritairement, ce sont des entreprises privées, des entreprises aussi publiques. Aujourd'hui, donc, il y a 4 producteurs donc, qui sont donc, sur la place, qui ont une capacité de 190 MW. Nous avons donc un autre acteur, donc Miltech, donc avec M. Hamoud, qui est donc ici, avec 100 MW, donc qui va rentrer dans quelques jours, je pense, au début du mois de janvier. Et puis nous avons aussi un autre acteur à 160 MW, lui qui est situé à Ouergla, qui rentrera probablement au niveau à l'horizon, je dirais, du premier semestre 2021. Donc, quand on comptabilise un petit peu entre les anciens et le nouveau, on devrait se situer autour à peu près de 450 MW de capacité de production. Ce n'est pas la vente, c'est des capacités de production. C'est-à-dire une usine capable de fournir tant pour une centrale d'une capacité 2. C'est-à-dire que si on reprend les chiffres que vous avez annoncés, en une année, ces capacités-là seraient en mesure de couvrir tout ce qui a été fait depuis 2011. Pour vous donner un moyen de comparaison à ce niveau-là. Actuellement, vous faites partie de ces entreprises qui ont des capacités à offrir. Est-ce que vous êtes, Yaissi vient de le dire, vous êtes sur le point est-ce que vous êtes dans l'attente d'un éclaircissement au niveau du marché ou bien est-ce que la fabrication a atteint son terme? C'est les deux. En fait, on a commencé sur ce projet
pratiquement, ça fait 2 ans, d'accord. Donc, avec la construction de l'usine et tout ça, l'octroi du morceau de terre et tout ça, et l'acquisition de la ligne, donc ça a pris un peu de temps, d'accord. Et puis, avec l'arrivée du Covid, tout a été bloqué pour l'installation et l'intégration de la ligne. Donc, on a eu un retard de pratiquement 7-8 mois. Une fois que ça s'est débloqué, ça nous a aussi impacté le fait qu'il n'y a pas de vol, donc ça nous a bloqué pour ramener les experts étrangers pour faire l'intégration et tout ça de la ligne. Et puis voilà, le deuxième volet, c'est comme j'ai expliqué à mes amis, qu'il n'y a pas encore du marché. Donc on fait partie des sociétés qui croient à ça. On est des Algériens, on a voulu investir là-dessus. On croit qu'il y aura qu'un jour ça va fonctionner, ça va marcher, d'accord. Mais on a fait l'investissement, d'accord, et on attend que l'État déclenche ce programme pour qu'on puisse commencer à... Alors l'État justement a fait une déclaration, je le disais tout à l'heure, et je pense que j'ai dit une petite bêtise. J'ai dit, on m'a corrigé pendant le reportage, c'est 1000 mégawatts par an d'installation à l'horizon de 2035. Donc c'est... Monsieur Haïdar Bendrihem, est-ce que cette annonce faite par le professeur Chitour, celle qui consiste à dire que les pouvoirs publics vont produire 1000 mégawatts par an, est-ce que c'est un signal qui peut être considéré comme étant positif pour des opérateurs? Moi je pense, pour commencer avec une note optimiste, effectivement l'Algérie était très en retard, mais il n'est pas, moi je pense qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous savez, les énergies renouvelables est une affaire de décision politique et des décisions politiques au plus haut niveau. Ces décisions politiques, tout d'abord, moi je pense qu'il faut reconnaître l'échec des modèles économiques qu'on a eu depuis maintenant 20 ans. Il faut reconnaître de l'échec du modèle de consommation énergétique jusqu'à maintenant. Moi, je pense que cette décision politique, il faut revoir notre modèle de développement économique et notre modèle, ce qu'on appelle de consommation énergétique, où il faut orienter. Pourquoi moi j'ai dit qu'il faut commencer par une note optimiste? Effectivement, il y a une volonté de bien faire. Le fait qu'il y ait une création d'un ministère des énergies renouvelables, ce n'est pas encore le ministère de la transition énergétique. Il y a encore ce bicéphalisme entre le commissariat et le ministère. Non, entre le ministère de l'énergie, qui est le ministère des fossiles, et le ministère des énergies renouvelables. Moi, je pense que l'Algérie a besoin d'un grand ministère de transition énergétique. Là, c'est le point qu'il faut, moi, je pense, montrer qu'il y a vraiment une volonté politique au plus haut niveau de l'État. Deuxièmement, il y a la création du commissariat à l'efficacité énergétique qui aussi, c'est une chose très positive. Il y a aussi la création d'un institut. Ça, c'est ce qu'on appelle les bases, qu'on appelle de recherche-développement, de réflexion, etc. Reste maintenant, quelle est ce qu'on appelle la politique de l'Algérie dans les années à venir? Parce que tant qu'on n'a pas encore commencé, chaque kilowattheure d'électricité, là, c'est des mètres cubes de gaz qu'on est en train de consommer. Chaque kilowattheure d'énergie renouvelable qu'on va produire, c'est des kilowattheures qu'on va économiser, qu'on peut éventuellement exporter. Parce qu'aujourd'hui, pour ne pas faire peur, si on continue sur cette lancée, aujourd'hui, on consomme 40 milliards de mètres cubes de gaz. Si on continue sur cette lancée, avec la consommation qui augmente, qui est galopante, si on continue sur cette lancée, en 2030, les deux courbes vont se rencontrer, et c'est-à-dire ce qu'on va produire en termes de gaz, il ne va même pas suffire pour l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il y a une urgence, qu'il y a aujourd'hui une urgence, je dis bien qu'il y a une urgence. Il est impératif de revoir le modèle de développement économique et le modèle de consommation énergétique. Donner un signal franc, en fait. Un signal franc pour ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Parce que tant qu'il n'y a pas cette volonté pour donner le signal que l'État, elle est là. L'État, c'est pas pour le même. L'État pour faciliter. Un État facilitateur et régulateur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas? Ce n'est pas encore le cas. Il y a, pour ce qu'on appelle la réglementation, on n'est pas encore à jour. Pour ce que la législation, on n'est pas encore à jour. Pour le financement, on n'est pas encore à jour. Tous ces aspects, on va essayer de les aborder justement à travers ce débat. Je voudrais avoir votre point de vue, M. Yaissi, par rapport à ces 1000 mégawatts de renouvelables par an à l'horizon 2035. Comment voyez-vous cette projection? Écoutez, je pense que ce sont des chiffres qui font rêver. Donc pour nous, on a bien envie d'y croire. De rêver aussi. De rêver et surtout ça. Mais nous attendons quand même des éléments concrets sur la manière de le faire.
C'est-à-dire que quand vous mettez 1000 mégawatts, vous ne pouvez pas le faire avec 10 personnes. Donc vous devez avoir déjà des compétences, de la ressource humaine disponible et qui est déjà rodée à ça. Nous, on peut imaginer que ces 1000 mégawatts vont aller crescendo, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec 300 ou bien 500 mégawatts et montrer qu'effectivement on est dans cette tendance-là. Nous, on n'a jamais dit qu'il faut qu'on mette les 1000 mégawatts par an et c'est point à la ligne. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre la machine en marche, ensuite monter petit à petit en capacité. Et ça me rappelle en fait un débat que l'on a eu il y a quelques années où l'État avait annoncé une somme de mégawatts très très importante. Ouais. Et les experts avaient dit non mais attendez, pour démarrer il faut commencer petit et aller progressivement. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à quelque chose de trop optimiste, parce qu'en fait ça passe toujours par ce qu'on appelle, comme on dit en anglais, learning curve ou bien une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire on commence petit pour devenir grand. Aujourd'hui on déclare des chiffres comme M. Bouhalfa a dit, on aimerait bien croire à ces chiffres-là. Lorsqu'on déclare 22 gigawatts et 15 gigawatts, pour nous, on pose la question, est-ce que c'est vraiment réalisable? Donc l'idée ici c'est de partir sur quelque chose qui est réalisable, d'accord, de prendre en considération les avis de différents gens qui sont dans le secteur, d'accord, et partir sur quelque chose qu'on peut réaliser, et prendre en considération nos capacités de production. Parce que si on part, par exemple, aujourd'hui, on parle de 1 gigawatt, notre capacité de production, elle est de 400 mégawatts. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a pas voulu investir, mais c'est parce qu'il n'y avait pas un marché. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner nos usines en pleine capacité, on va produire 400. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les 600 qui restent? On va encore importer, ramener des Chinois. Vous voulez dire que le tissu économique doit avancer progressivement avec des marchés qui... C'est une courbe d'apprentissage. Il faut aller... Moi, je me pose la question, et je vous la pose évidemment, ces 1000 mégawatts par an, est-ce que ça ne veut pas dire que l'État va tout simplement faire appel à des majors, en général c'est un terme qu'on utilise pour le fossile, mais bon, des majors du renouvelable, finalement, c'est peut-être ça ce que l'État entend faire. Moi je pense qu'il faut, les intentions c'est bon, ce qu'on appelle aller vers ce qu'on appelle la réalité c'est encore mieux. Non mais est-ce que c'est positif? Oui, non, aujourd'hui on sent qu'il y a de la volonté. Pourquoi? Parce qu'on est acculé. Parce qu'on est dans l'urgence maintenant. On ne s'est pas préparé. On avait les années de faste, où on avait les milliards, et on aurait pu investir. Il faut reconnaître cet échec fatal. Mais il faut sortir de cette fatalité. Il faut reconnaître qu'il y a trop de déperditions. De déperditions, c'est des milliards, et on n'a pas formé. On n'a pas préparé, le PME, PMI, ça ne se crée pas on n'a pas formé les installateurs, on n'a pas formé on n'a pas préparé ce qu'on appelle la réglementation et surtout faciliter pour les investisseurs. Parce que l'investisseur, quand il vient investir des milliards, tant qu'il n'y a pas la garantie, la sécurité, il ne vient pas investir. Oui, mais moi, ma question, le ministre de la Transition énergétique, il a bien dit que l'État algérien était en discussion avec des partenaires allemands, même identifié la nationalité. Oui. Est-ce que cela signifie que nous nous orientons vers des appels d'offres de grande envergure avec des entreprises de grande envergure et de grande capacité? Il y a ici Bouhalfa. Moi, je pense que pour satisfaire le client externe, et pour ce qu'on appelle... Il a dit pour avancer vite, voilà. Il a dit on veut avancer vite. Tant que le promoteur ou bien tant que l'opérateur national il n'est pas satisfait, il n'est pas en phase avec cette demande, l'opérateur étranger ne viendra jamais. Exactement. C'est pour cela que moi je dis qu'il faut maintenant aller vers la réalité et il faut vraiment aller montrer cette volonté politique par ce qu'on appelle des mesures incitatives et des mesures encourageantes pour rendre ce qu'on appelle ce secteur vraiment ce qu'on appelle... qui puisse suivre en tout cas la marche des projets que l'État veut faire. Je voudrais... réagir à ça. Je pense qu'on se trompe un peu de manière de traiter la question. Quand, par exemple, on parle de cette histoire de faire
un partenariat d'exception et de ramener des étrangers et de laisser sur le côté les acteurs locaux. C'est pas ce qu'il a dit, le ministre. Enfin, c'est le sens qu'il faut quand même donner à ça. Quand vous considérez que lorsqu'il y a eu les 330 MW qui avaient été réalisés à l'époque par SKTM, la majeure partie de la réalisation, c'était des Algériens qui les avaient fait. C'était les installateurs, le génie civil et tout ça. Les Chinois et les Allemands avaient été là pour un peu la mise en œuvre finale. Mais les Chinois, comme les Allemands, ont subi les mêmes entraves que rencontrent les entreprises locales quand il s'agit de dédouanement, quand il s'agit de transport, quand il s'agit de ceci, d'autorisation, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aller vite de cette manière-là, ce n'est pas la bonne méthode. Aller vite, c'est nettoyer ce qui aujourd'hui bloque l'expansion et le développement de l'entreprise. Quand vous mettez un circuit ou des facilitations pour les entreprises algériennes sont aussi capables de répondre à cette demande-là. Donc je pense que le rôle d'une institution publique et du ministère, comme Haïdar l'a bien expliqué, c'est de créer cet environnement, cet écosystème pour que l'entreprise puisse travailler convenablement. Mohamed Hamoud, votre point de vue par rapport à... Exactement, c'est lorsqu'on annonce ce programme, nous comme étant des acteurs locaux, on aimerait bien être rassurés qu'ils vont faire appel à nous. C'est pas parce que lorsqu'on dit aussi 15 gigawatts, il n'y a pas assez de producteurs, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien lorsqu'on annonce qu'il y aura les Chinois et les Allemands, comment on va les inciter à nous privilégier, nous, à avoir le contenu local, à utiliser les sociétés locales, à fabriquer ici en Algérie? Parce que c'est ça aussi le rôle des énergies renouvelables, c'est de créer de la richesse, c'est de créer des postes d'emploi. En n'oubliant pas que les énergies renouvelables, ils sont très, très généreux en termes de création de postes d'emploi. On parle de 40-45 postes par mégawatt. Comment on va être rassuré qu'en annonçant ces chiffres-là, ces Allemands ou ces Chinois, ils vont certainement défendre leurs intérêts, d'accord? Donc on veut être bien sûr que sur les cahiers de charges qui vont être établis, le contenu local algérien, ça va être une obligation, d'accord, pour qu'on puisse assurer le marché pour ces investisseurs. Parce que, comme M. Yassiazi, il y a des investisseurs des gens qui ont investi sur des usines depuis 2011. Donc, donc ils ont attendu toute cette période, on va dire, blanche, d'accord. Et puis, lorsque le marché commence, on va faire appel systématiquement à des étrangers qui vont venir, qui vont ramener des devises, et on va refaire la même histoire. Oui, revenir en arrière, exactement, en fait. c'est ça. Donc c'est ça, voilà. Monsieur Benderhim, quel est le modèle d'investissement idoine lorsqu'on veut lancer, voilà, un peu comme disait Monsieur le ministre, 1000 mégawatts par an? Quel est le modèle d'investissement? Est-ce que c'est un modèle d'investissement périn ou l'opérateur, on va dire, étranger, qui est un major, qui a des capacités, est-ce qu'il va être amené à créer des capacités ici, donc via des opérateurs locaux, ou bien est-ce qu'il va plutôt, sera plus rentable pour lui de ramener et de placer les PV? Moi, je pense qu'on ne peut pas s'en passer de partenariats étrangers. Il ne faut pas aussi se dévoiler ça. Mais un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat basé sur ce qu'on appelle le transfert technologique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, toute la technologie, elle est ramenée de l'extérieur. Ce sont les Allemands en premier lieu et les Chinois. Si demain, on va mettre en place un partenariat sérieux, ce qu'on appelle à long terme, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, l'Algérie, elle a investi sur le court terme. On avait un modèle économique basé... On a sacrifié le long terme au détriment du court terme. On a sacrifié... Par manque de visibilité. Oui, par manque de visibilité. On n'a pas envie parce qu'il y avait une vision politique qui ne cadrait pas avec ce qu'on appelle ses besoins. Et c'est pour cela, je parle d'une volonté politique. Si aujourd'hui les pouvoirs publics montrent qu'il y a vraiment une volonté politique, et je le dis, je le répète, cette volonté politique doit être traduite par des mesures créatives, par des mesures réelles. Les premières mesures, c'est la réglementation, facilitateur, un État facilitateur. C'est pas demain, il faut par des mesures financières. Aujourd'hui, pour des prêts, est-ce qu'on a des prêts, ce qu'on appelle bonifiés? Est-ce qu'on a des prix à long terme? Nous avons aujourd'hui des prix qui ne dépassent pas les 5-6 ans. En Allemagne, jusqu'à 25 ans. Tout à fait. Là, l'investisseur, il est prêt à investir. Deuxièmement, des subventions. Je donne juste l'exemple. Dernièrement, en Turquie, il y avait une grande usine, ce qu'on appelle de fabrication des panneaux solaires intégrés. Une usine intégrée, ce qu'on appelle toutes les étapes de la silice, de la carrière de silice, jusqu'à ce qu'on appelle l'encapsulation, la sortie du panneau solaire.
C'est une usine qui a coûté pratiquement avec presque 1 milliard. Mais l'État turc, il a subventionné cette usine de 300 millions de dollars. Vous voyez, il y a une envie de sortir. Il y avait un objectif d'exportation. Oui, surtout pour nous. Pourquoi? Parce que, je répète, chaque kilowattheure, si demain on ouvre, on facilite, on donne l'envie d'investir, parce qu'il y a des investisseurs ici, mais il faut créer, laisser même nos partenaires internes, créer des partenariats avec ce qu'on appelle les étrangers pour un transfert réel, un transfert technologique réel. Je termine par ça. Les Allemands ont un besoin immense. Mais leur besoin, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène solaire. Ils cherchent ce qu'on appelle un hydrogène vert. C'est un hydrogène à partir de l'énergie. L'Algérie est l'un des pays, si ce n'est pas le seul pays, qui est capable de répondre à cette demande des Allemands. Et cette demande, elle est énorme en termes de gigawatts. On parle de gigawatts. Est-ce qu'on va préparer le marché pour aller, ce qu'on appelle les 5, parce que les Allemands, ils parlent 2050. 2050, l'Europe, toute l'Europe, elle voit en Algérie comme ce qu'on appelle un hub en énergétique. Et malheureusement, on n'est pas encore prêt, mais moi je pense qu'avec ce qu'on appelle les ambitions qu'on est en train de voir, et avec la volonté politique, et avec parce que ça c'est nouveau, avec les investisseurs justement, internes, je pense que ça c'est très très positif. On a compris l'idée. En parlant d'investisseurs, on va essayer de comprendre un peu ce qui ne fonctionne pas ou ce qui est difficile en fait au niveau du tissu. On va revenir un petit peu en arrière. Après, on rappelle le projet échoué de 4050 MW. La CREG avait été contrainte à l'époque de lancer un appel d'offres beaucoup plus modeste et un appel d'offres qui était très attendu par les opérateurs. C'était celui de 150 MW de solaire photovoltaïque. Alors, il y a eu 93 offres et il n'y a eu que 93 retraits. Retraits plutôt. Et il n'y a eu que 8 soumissionnaires. Et au final, sur les 8 soumissionnaires, il n'y a eu qu'une seule entreprise qui a gagné cet appel d'offres qui était très attendu en fait, dans le milieu en tout cas du renouvelable. C'était pour 5 centrales électriques photovoltaïques de 10 MW chacune dans la région de Biskra. Aujourd'hui, le commissariat dit ne pas savoir si ce projet a démarré ou pas, ce qui n'est pas du tout rassurant. Alors pourquoi aussi peu pourquoi un appel d'offres aussi important pour une seule entreprise? Parce que je pense que les éléments de l'échec se trouvent eux-mêmes dans le cahier des charges qui a été élaboré par la CREG. La CREG, elle a fait ce cahier des charges comme si c'était pour ce qu'on appelle un EPC, c'est-à-dire quelqu'un qui va acheter une centrale et qui va la réaliser. Elle n'a pas été, le contrat ou le dossier n'a pas été fait avec un état d'esprit qu'il va y avoir un investisseur, puisque dans ce cas-là, on demande que l'investisseur ramène l'argent, construit, exploite la centrale pendant 20 ans. Donc le problème, c'est déjà au niveau du cahier des charges, il a montré des défaillances importantes. Donc nous, à l'époque, on avait fait une évaluation et on leur a envoyé juste, il était sorti au mois de novembre 2018, et en janvier 2019, on leur avait déjà envoyé, on leur a dit, vous êtes en train de vous tromper complètement de manière de faire. Et d'ailleurs, moi, je ne vous cache pas que à l'intérieur du cluster, on se disait même que peut-être qu'il n'y aura même pas une seule offre au vu du cahier des charges, des difficultés à le satisfaire parce qu'il y avait un parti pris flagrant pour le distributeur et il n'y avait pas cette justice qu'on doit maintenir entre le fournisseur d'électricité, celui qui vend et celui qui achète de l'électricité. Et donc les éléments étaient à l'intérieur et donc nous avons fait encore récemment une évaluation dans ce domaine, donc on s'est entouré de juristes, de spécialistes dans ce domaine, donc on l'a décortiqué complètement. Et donc on le voit, c'est-à-dire que tant qu'ils vont continuer à travailler sur le même cahier des charges, on aura exactement les mêmes résultats. On rappelle que ce cahier des charges a été édité par la CREG, qui, elle, dépend du ministère de l'Énergie. Donc, est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que ce travers... C'est juste même pour les cahiers de charges établis aujourd'hui par les municipalités, pour les écoles et tout ça. Pour les petits projets, exactement, en fait, oui. c'est ça. Ils sont systématiquement inspirés par les projets de construction.
Donc ça n'a jamais été, ce domaine-là, ça n'a jamais été traité par les gens de ce domaine, par ces experts-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de deux choses. Premièrement, c'est la volonté politique, c'est notre locomotive pour démarrer ce domaine-là, et qu'on travaille tous ensemble, d'accord. Donc c'est pas uniquement le ministère, c'est pas uniquement les autorités, tout ça, le commissariat, c'est un travail de tous les gens du secteur pour avoir des concertations et tout ça, et pour avoir exactement dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que la forme du cahier des charges ne se prête pas aux capacités que peuvent pourvoir les entreprises aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que, pour ne pas tomber dans le même travers que le projet, que l'appel d'offres de la CREG, faut-il changer? Que faut-il changer dans ces appels d'offres? Exactement, bien sûr. On a des experts dans ce domaine, on a des experts algériens, ici en Algérie, dans la diaspora, qui font la pluie et le beau temps pour les étrangers. Je ne vous cache pas, je connais des Algériens qui ont géré tous les projets, par exemple en Égypte, à Dubaï, tout ça, qui savent vraiment nous donner des conseils, nous montrer comment ils sont prêts à contribuer, pourquoi on n'utilise pas ces capacités-là. Donc c'est pas voilà, ces compétences. Donc c'est ça. L'établissement du cahier de charge, c'est très important pour attracter les sociétés aussi, d'accord, et pour rattraper ce retard qu'on est en train d'envisager. On est encore une fois, dans le scénario où l'État, c'est-à-dire par ses institutions, là on parle notamment de la CREG, étant quelque part en déconnexion par rapport à l'environnement entrepreneurial. Est-ce qu'il est envisageable que les opérateurs puissent donner leur point de vue dans un cas de figure pareil? Moi, je pense qu'il faut un petit peu débureaucratiser un tout petit peu ces méthodes de travail et surtout alléger le cahier de charge. Ce qu'on appelle, parce qu'on a l'impression qu'il y a trop, le cahier de charge est pratiquement illisible. Parce que jusque maintenant, tout ce qu'on a pu faire, c'est des grandes centrales solaires finalement. Des grandes centrales solaires gaz d'ailleurs. Le projet le plus important, c'est celui qui a été fait par la Sonatrach, si je ne me trompe. Non, celui de SKTM de 60 MW qui se trouve... Et juste après, il y a celui réalisé par la Sonatrach. On est sur... Non, la Sonatrach, c'est plus celui de Nîmes, qui comporte du gaz et du solaire de concentration. Oui, le nom ne me revient pas là tout de suite, mais... C'est celui de Hassermal, par exemple. Oui, voilà, c'est Birba Nord, à Ouergla. Il est uniquement de 10 MW. Donc c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que l'État n'a connu que jusque maintenant que des centrales à grande capacité et donc des appels d'offres qui sont en accord avec ces volumes-là et non pas des petites capacités? Oui, il faut commencer par, effectivement, il faut commencer par les petites. Aujourd'hui même, la production nationale en termes de panneaux solaires, je crois qu'on est même pas à 1000 mégawatts, la production nationale. On est à même pas... Non, on n'est même pas à 200, voilà. C'est ça la production réelle, on n'est même pas à 200 mégawatts. Si on ne facilite pas tout d'abord, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf, il fallait... Moi je dis toujours, pour ne pas être pessimiste, on est un petit peu en retard, mais au moins... Pour ce qu'on appelle gagner, ce qu'on appelle de l'avant, il faut un petit peu s'ouvrir, écouter les partenaires, écouter ce qu'on appelle les gens sur le terrain, écouter ce qu'on appelle ces opérateurs, écouter ce qu'on appelle ces experts. On a maintenant, l'Algérie, elle était pratiquement un leader, ce qu'on appelle dans le domaine de la recherche et dans le domaine du développement. Les années 2000, ce qu'on appelle 80, 90, 2000, on était pratiquement au top, mais le politique n'a pas suivi. L'échec, c'était un échec de volonté politique. C'était un échec de... Autrement, en termes de recherche, ici, on était dans un centre de développement des énergies renouvelables, et le centre des énergies renouvelables, il a pratiquement tout préparé, même les certifications, en termes de certification, même les modèles, ce qu'on appelle le chauffe-eau solaire ou bien le panneau solaire, tout a été prêt. Vous parlez de volonté politique, mais vous ne dites pas qu'est-ce qui a bloqué. Quels sont les éléments objectifs là? On parle d'économie tout de même. Aussi, certes, il y a le politique, mais le politique, il doit sûrement avoir des choses qui lui ont... C'est juste un déphasage entre ce qui se dit en réalité, c'est-à-dire officiellement, d'accord, et ce qu'on trouve en terrain. Donc c'est ça. Si on entend les politiciens, c'est bien, on parle de politique énergie renouvelable, tous ici on sait que c'est très important. Maintenant, les énergies renouvelables, ce n'est plus une option, c'est une obligation, comme il vient de dire
Monsieur Haïda, si on n'opte pas pour les énergies renouvelables aujourd'hui, d'ici 2030, on sera obligé à importer du gaz pour générer notre propre électricité. Oui. Jusque maintenant, le baril de pétrole a été quand même un élément bloquant. Et en plus, voilà, exactement. En plus de ça, les gens qui ont géré ce dossier dans le passé, j'ai le regret de dire, sont des gens de pro-oil and gas. Donc, ils n'ont jamais cru aux énergies renouvelables. Donc, c'est le dogme oil and gas. Exactement, c'est ça. C'est le modèle le plus simple. On va sortir le pétrole et on va exporter. Vous êtes d'accord, Yaissi Bouhal? Il y a encore un autre en plus du dogme. Bien sûr, il y a un autre lobby qui est celui du cycle combiné aussi, qui lui absolument veut que mettre encore une vingtaine de gigawatts à partir du gaz, en utilisant le gaz naturel. Je voudrais juste revenir sur c'est-à-dire que bon, on a fait un peu un diagnostic et comment on peut régler cette question-là. Aujourd'hui, c'est-à-dire que on a fait le tour de la question. Il faut que les acteurs qui souhaitent, par exemple, lancer des appels d'offres, il faut qu'ils fassent participer les principaux acteurs dans ce domaine-là. Dans le monde entier, il y a une méthode qui fonctionne très bien. Le cahier des charges, il est ouvert, il est disponible sur le site internet. On dit aux gens, vous avez 1 mois ou 2 mois pour nous donner toutes vos remarques et vos observations. Et une fois que les gens donnent les observations, donc on sait que tous les problèmes qu'il y avait, les contraintes, un manque de transparence ou bien une sorte, il n'y a pas d'équilibre entre le vendeur et l'acheteur, à ce moment-là, l'entité qui est chargée de faire ça, elle prend toutes ces remarques-là et elle reformule. Et pour qu'elle se donne la chance de réussir cet appel d'offres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est courant dans le monde. On n'a rien inventé. Et chez nous, on continue encore à se dire que le cahier des charges HADA, c'est une équipe qui le fait. Et en général, la réflexion des gens qui travaillent sur le cahier des charges, ce sont des gens qui ont été formatés selon les constructions de centrales conventionnelles. Or, ici, nous sommes dans une configuration avec des énergies renouvelables, donc il y a un autre état d'esprit avec lequel on doit travailler. Et ensuite, on va aussi imaginer que pour pouvoir donc permettre l'utilisation de ce type de... Avec un écosystème naissant surtout. Hein. Pas seulement, mais par exemple, nous avons fait regarder le dossier de l'agriculture. Savez-vous par exemple qu'il y a plus de 400 000 hectares qui ne sont pas raccordés à l'énergie électrique. Et donc les gens utilisent le groupe électrogène. Ben nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des simulations et des calculs et on a pu trouver qu'on pouvait faire des économies très importantes au niveau de la consommation du gasoil. Or, le président a sommé le gouvernement donc, de réduire l'importation du gasoil. Donc ici, nous sommes exactement dans la même direction. On peut faire des économies au niveau du carburant, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'importation et on va satisfaire les besoins de l'agriculture qui est devenue aujourd'hui une priorité. Et nous avons fait des calculs, nous avons montré la semaine passée au cours d'une réunion. Vous savez, pour l'État, c'est tout bénef. Nous avons trouvé que des projets comme ça, de taille autour de quelques mégawatts comme ça, c'est au bout de 3 ans. La rentabilité au bout de 3 ans. Exactement. Ça, c'est jamais vu. Pour l'État, c'est tout bénef. Avec une subvention à la clé ou pas? Il n'y a pas de subvention. Non, je veux dire une aide de l'État. Je veux dire, c'est pas l'agriculteur qui va pouvoir financer son propre système. Là, ici, nous sommes partis du principe que l'agriculteur, qu'il soit raccordé au réseau de Sonelgaz ou qu'il ne soit pas raccordé, il va payer le même tarif d'électricité. C'est-à-dire qu'en moyenne, disons 4 ou 5 dinars. C'est-à-dire que là, pour lui, il n'a pas à savoir si son énergie vient d'une centrale solaire ou bien du réseau électrique. Et ça, on va lui donner de l'énergie H24. Et nous avons donc présenté cette solution au ministère de l'Agriculture, au professeur Chitour, chez Sonelgaz et tout ça. Les gens sont intéressés. Et quand on regarde la réglementation, toute la réglementation existe. Et quand on dit allons-y,
Elle nous dit non, il faut qu'on crée encore un autre décret pour permettre aux acteurs privés d'investir. Alors que nous avons le modèle qui existe, ce qu'on appelle les réseaux isolés du Sud, dans lequel vous allez à Tindouf, vous avez des centrales qui produisent de l'électricité, soit à partir des groupes, ou bien aujourd'hui il y a aussi du solaire. Vous avez la construction du réseau et la distribution de l'énergie au niveau donc, local. Donc nous pensons que nous avons tous les outils disponibles. Il faut donc très bien saisi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous oppose côté étatique? On vous dit il faut créer un décret, c'est-à-dire qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui existe, mais que pour les acteurs du secteur de l'énergie, ça c'est pour le secteur public. Et donc si maintenant on doit introduire ce qu'on appelle les producteurs indépendants, il faut qu'on leur crée un décret. Or, le décret il est clair pour les deux. On dit que vous pouvez aller jusqu'à 15 MW, vous devez construire le réseau électrique, donc ça on sait le faire, et on dit que vous allez être sujet à un appel d'offres. On est d'accord. Alors, où est le problème? Ça me rappelle en tout cas les vœux en tout cas du Premier ministre, c'était au mois d'août dernier, ce qui consiste à dire on ne fera pas de différence entre l'opérateur public ou privé. Ça c'est juste entre parenthèses. Finalement, si la réglementation existe pour l'opérateur public, elle devrait pouvoir s'appliquer sur l'opérateur privé. C'est bien ça, hein, il devrait pas... C'est un peu cette flexibilité que vous décriviez tout à l'heure, Haïdar Bedriham. Oui. Moi je pense qu'il ne faut pas, quand on parle d'économie, il n'y a pas l'économie privée et l'économie publique. On parle d'une économie nationale. Il faut sortir justement de ce dilemme et de ce qu'on appelle ce dogme aussi. Là aussi, il y a un dogme. L'Algérie, je dis bien, elle n'a plus le droit à l'échec. Elle n'a plus le droit à l'échec. C'est le défi national, c'est un défi national. Où on réussit ce grand défi pour jusqu'à 2050, parce que moi je dis pourquoi, parce que jusqu'à maintenant, on a pensé toujours à court terme. On a des gaz, l'Algérie, on a synthétisé. Toute une nation comme l'Algérie a une entreprise qui produit du pétrole et un port. Un port qui exporte du pétrole et importe tout. Ça, voilà l'Algérie, la grande Algérie, on a synthétisé à ça. Maintenant, il faut changer de logiciel. Changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Alors, justement, en parlant de changement, justement, le changement, il essaye d'arriver, mais encore une fois, la réglementation, elle s'oppose à lui. On va essayer justement d'éclaircir cette question de IPP qui peut aussi correspondre à l'exemple que vous avez cité, c'est-à-dire aider les agriculteurs à pouvoir apporter de l'eau sur leur plantation. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui fait que la Sonelgaz, qui est l'opérateur historique, continue à maintenir le monopole sur la vente d'électricité alors qu'une loi existe, celle de 2002? Votre réaction, Hamoud Mohamed? Je vais juste clarifier sur la partie opérateur local. Je veux juste clarifier qu'ici en Algérie, ce qu'on veut, c'est que aussi l'État croit en nous, d'accord? Donc on est des investisseurs là-dessus, d'accord? On a commencé, comme elle vient de citer Boukhalifa, on a commencé d'investir sur le domaine avant qu'il y ait un marché. Donc c'est ça. On aimerait bien que l'État prenne en considération ce sacrifice-là, parce que moi, je suis un investisseur. Si je prends les chiffres tels qu'ils sont, je ne vais jamais investir en Algérie sur ce domaine, parce que je crois pas. En 2011, 2012, on a déclaré 22 gigawatts, on est revenu à 15 gigawatts, et aujourd'hui, ce qui a été réalisé, c'est 400 mégawatts. On parle de 2%, ce qui a été d'ici 2030. Voilà, exactement. Comment je vais être rassuré que d'ici 2030, les programmes qui ont été déclarés, ils vont les respecter. Donc c'est ça. Donc on croit à ça. C'est pour ça qu'on a mis de l'argent. On dit que ça va marcher un jour, d'accord. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien que l'État ne fait pas la distinction entre un opérateur privé et un opérateur public. Je pense qu'avec ces investissements, on a montré notre volonté patriotique. Voilà, exactement. C'est très exactement c'est ça. Parce que si une usine comme ça qui coûte, voilà, du marché, pour avoir une usine comme ça, j'ai besoin d'investir 7 ou 8 millions de dollars. J'ai plein d'autres domaines là où je peux investir et je peux rentabiliser mon argent. Donc c'est ça pour clarifier ce point. Alors je vais vous reposer la question à vous. Vous allez devoir vous y coller. On parle souvent, on dit qu'il y a une loi, qui a libéralisé la production d'énergie, d'électricité, mais que d'ailleurs c'est encore une fois le rapport du commissariat qui l'a dit. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont produit de l'énergie, qui ont souhaité la vendre, mais ils ont buté contre
un premier document auquel ils n'ont pas pu avoir accès, à savoir la possibilité ou la permission de pouvoir injecter cette énergie sur le réseau. Pourquoi la Sonelgaz bloque? Eh ben, parce que je pense que Sonelgaz, elle est toujours dans un ancien schéma dans lequel donc la production d'énergie va dans un seul sens. Plutôt, l'énergie va dans un seul sens. Vous avez la production, le transport, la distribution et l'utilisateur final. Quand vous commencez à introduire des producteurs indépendants qui vont donc se raccorder en général sur le réseau de distribution, il va y avoir ce qu'on appelle un échange d'énergie. Et donc là, il faut que maintenant la structure et aussi les gens qui travaillent dans ce domaine-là puissent imaginer qu'ils ne sont plus dans le schéma classique. Il y a maintenant une sorte d'interaction entre des producteurs qui sont donc éparpillés et qui vont se raccorder au réseau. Est-ce que l'adaptation est complexe? Parce qu'on essaie quand même de comprendre. C'est la peur. C'est la peur. Jeter la pierre. C'est la peur. Il n'y a pas que ça. Objectivement, monsieur Yaïssi. Les gens ont peur de rentrer dans ces nouvelles choses. Ils pensent que quand les énergies renouvelables vont être injectées sur le réseau, ça va leur provoquer des perturbations, etc. Or, le monde entier fonctionne selon ce principe. Donc, ça veut dire que ce sont des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et il faut aussi accompagner Sonelgaz dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut que Sonelgaz puisse aussi évoluer et changer dans ce domaine. Dans le monde entier, il n'y a pas une seule compagnie à l'image de Sonelgaz qui est pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire que vous allez en Tunisie, l'Asteg, ou là vous allez au Maroc, ou là l'EDF en France, etc. Ils ont toujours été contre les énergies renouvelables. Mais quand la volonté politique a été plus forte, donc elle a imposé le changement. Les acteurs, comme Sonelgaz, ont admis de l'énergie propre dans le réseau. Ils changent, donc il faut former le personnel. Ils ont de nombreux ingénieurs. Mais au niveau des installations, je vais poser des questions très, très basiques de quelqu'un qui ne comprend pas. Au niveau des installations de Sonelgaz, est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a un matériel à changer? Est-ce qu'il y a des gens à former de manière à vérifier ces variations d'intensité peut-être qui peuvent intervenir? Le principe, il est simple. Vous vous raccordez et vous avez dans ce qu'on appelle un compteur bidirectionnel. C'est-à-dire quand vous achetez de l'énergie, il comptabilise ce que vous achetez et quand vous envoyez, il comptabilise l'énergie que vous envoyez. Seulement, la condition qui est imposée, c'est que le dispositif puisse respecter les conditions de sécurité du réseau. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le réseau, il faut que votre installation solaire s'arrête. C'est ça un peu. Il y a des contraintes techniques, mais c'est facile à résoudre. Puisque aujourd'hui, nous avons des millions d'exemplaires qui fonctionnent à travers le monde. Donc le problème-là ne se pose pas. Je vous dis, c'est un état, c'est une mentalité et qu'il s'agit donc de changer. Après, le principe sur lequel je pense que la question qui va toujours venir, c'est cette énergie que vous allez produire en tant que producteur indépendant chez vous. Est-ce que vous allez être rétribué pour cette énergie? C'est ma prochaine question. Ou bien est-ce que vous allez faire ce qu'on appelle un échange d'énergie? Et c'est là, c'est tout le faut que ce soit mécanisme. En fait, pour monsieur tout le monde de produire et de dire voilà. C'est un mécanisme qu'il faut mettre en place, qu'il faut regarder sous tous ces aspects. Tout ça, ce sont des outils qui existent à l'échelle internationale. Il n'y a rien, c'est-à-dire à réinventer dans ce domaine-là. Est-ce qu'il faut revoir le prix, Haïdar Bendrihem? Moi, je pense qu'il faut clarifier la relation. Revoir le prix pour inciter des IPP, donc des producteurs privés, à injecter de l'énergie sur Moi, je pense qu'il faut revoir le statut de Sonelgaz. Sonelgaz, elle est le distributeur. Moi, je pense que la production de l'énergie, elle doit être multiple. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Sonelgaz, aujourd'hui, elle doit stabiliser son réseau. Parce qu'il y a un problème de stabilisation des réseaux contaminés. Dans tous les pays du monde, il faut faciliter. Aujourd'hui, on a, je crois, bloqué à 1 MW ou à 3 MW. C'est-à-dire que sinon, on ne peut pas injecter dans le réseau. Dans d'autres pays, même à 10 kW, c'est-à-dire n'importe quel quelqu'un qui a une maison, il peut acheter son propre, peut faire sa propre centrale, et le surplus, il peut l'injecter dans le réseau. Il a un petit compteur, et il fait ce qu'on appelle, à la fin de l'année, il fait ce qu'on appelle le bilan. Si j'ai consommé plus de la Sonelgaz, ou bien j'ai vendu plus de la Sonelgaz. C'est-à-dire, demain, on aura ce qu'on appelle des individus qui peuvent devenir ce qu'on appelle des fournisseurs d'électricité. Et là, si on va demain multiplier ce qu'on appelle aujourd'hui en arrêté, je crois, 1 MW, sinon on ne peut pas, 1 MW, c'est-à-dire quelqu'un, il vient,
Le problème de terrain, il n'est pas encore clarifié. C'est-à-dire, est-ce que j'achète le terrain? Est-ce que je loue le terrain? Là, il faut clarifier aussi ça. Tout à fait, il faut clarifier. Ce n'est pas encore clarifié. Il faut clarifier ça. Est-ce que la vente, pour vous parler des prix, je crois que la Sonangaz, à un certain moment, elle a arrêté la CREC à 4 dinars. C'est ce qu'on appelle la 4 dinars. Ce qu'on appelle, c'est la tranche la plus, la haute tranche, c'est-à-dire 4 dinars. Mais aujourd'hui, 4 dinars, ils sont pris, l'électricité solaire à 4 dinars, elle est déjà compétitive. Exactement. Elle est aujourd'hui, le prix de revient de kilowattheure pour la Sonangaz, il revient à 12 dinars. Ouais. Et le solaire, il peut le mettre à la disposition de Sonangaz à entre 4 et 6 dinars. Si demain, on va arrêter ce qu'on appelle encourager, ça c'est ce qu'on appelle, c'est des mesures incitatives. Si on va encourager ce qu'on appelle le promoteur ou bien l'investisseur et vendre ça, ce qu'on appelle des kilowattheures à 6 dinars, c'est excellent. On va avoir plusieurs. Sauf que il faut clarifier juste ce qu'on appelle la relation de la Sonangaz. C'est un distributeur, mais la production, elle doit être multiple, elle doit être laissée à il nous reste 3 minutes, me dit-on. Je vous repose la question à vous, Mohamed Hamoud. Le temps que la Sonelgaz change de paradigme, se rende compte qu'il est possible d'injecter de l'électricité produite par des privés, est-ce qu'il n'est pas plus opportun d'utiliser ces IPP dans le off-grid, c'est-à-dire produire de l'énergie en dehors du réseau? Oui, bien sûr, certainement. Est-ce que vous avez, en tant qu'opérateur, évalué les capacités du off-grid? Bien sûr, sur le résidentiel, sur tout ce qui est commercial, sur l'industrie qui vient de citer Monsieur Boukhalifa, bien sûr, c'est un marché énorme, bien sûr, pour produire. Aujourd'hui, comme il vient de citer M. Haïdar, l'énergie solaire, elle est la moins chère. Au contraire, on a besoin de subventionner l'énergie conventionnelle pour arriver à des prix solaires aujourd'hui. Le record mondial, il est à 1,7 ou 1,3 dinars par kilowattheure. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, Sonelgaz déclare que le kilowattheure, il coûte 12 dinars. Donc, sans même changer le prix, enlever la subvention, si on peut aller dans cette politique des énergies renouvelables, je sors un peu du sujet, on va économiser des milliards de dollars qui sont versés à Sonelgaz chaque année pour ces subventions-là. Donc avant de reviser le prix pour le particulier et tout ça. Et bien sûr, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est résidentiel, tout ce qui est industriel et tout ça, mais à condition qu'on aura une plateforme juridique, une plateforme législative, et on a des mesures incitatives, parce que c'est un modèle économique qu'il faut monter en général. Il faut que la législation joue son rôle. Il faut que les banques jouent leur rôle, parce qu'on ne peut pas adopter un modèle comme ça, aller chez quelqu'un et lui demander de faire une installation solaire alors que la banque ne joue pas le jeu, parce que si il va prendre un crédit avec, je ne sais pas, sur 2 ou 3 années, ça va pas rentabiliser les choses. Donc, et de plus que l'électricité elle est subventionnée, donc il va rester sur l'électricité conventionnelle. Donc il y a on va dire, tout un montage, soit économique, soit législatif, pour arriver à ça. Voilà, donc c'est ça. La même question pour vous, Monsieur Yaissi, par rapport peut-être à la flexibilité du haut réseau, qui peut-être est plus facile à entamer lorsqu'on parle des IPP, c'est-à-dire de production privée. On sait qu'il y a eu des initiatives par les collectivités locales, celles qui consistent à mettre du PV au-dessus sur les toits des écoles. Donc il y a eu des petits projets qui ont émergé. Est-ce qu'il y a eu un retour sur expérience de ces projets qui ont permis de donner une clarification sur comment monter le projet, comment le financer, ou bien ce n'est pas suffisant? C'est-à-dire que il y a eu des différentes phases dans lesquelles est passé ce projet. On a commencé à utiliser les batteries, ensuite on a enlevé les batteries. Il y a eu, je dirais, un peu peut-être le reproche que l'on peut faire aux gens du ministère de l'Intérieur, c'est qu'ils ont fait ça un peu comme à la USART. Et donc, en essayant d'apprendre en même temps. On a toujours l'impression chez nous que quand quelqu'un commence le solaire, rien n'a été fait, rien n'existe. Et donc ça, on assiste toujours à ce type de comportement. C'est-à-dire que si on n'est pas organisé. Oui, c'est-à-dire que quand les initiatives, elles sont bonnes, mais à un moment donné, sous le sceau de l'urgence, après les gens commencent à faire un peu de n'importe quoi, parce qu'il faut répondre. Aujourd'hui, par exemple, on voit les gens courir à gauche et à droite pour le Manatiq al-Dhal, les zones d'ombre et tout ça, alors que ce n'est pas quelque chose que l'on devrait traiter de cette manière-là.
ce sont des actions qui doivent être construites et mûries. Et donc, si je reviens un peu à votre question, donc par exemple, pour nous, on a demandé, et j'espère que ça va se faire. Aujourd'hui, les écoles sont dotées de ces systèmes solaires, mais ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas injecter à cause de cette réglementation. Si maintenant on libère cette réglementation, les écoles vont être là pour alimenter le quartier. Oui. Parce qu'on a beau le dire, l'école fonctionne pendant 3 trimestres et le 4e trimestre, les enfants sont à la maison, long, hein. Qui est l'été où il fait très chaud et là où il y a la climatisation. Donc on a une très bonne utilisation des capacités des écoles. Quand vous prenez 19 000 écoles, si vous mettez une dizaine de kilowatts par école, vous avez 190 mégawatts. C'est-à-dire que tout de suite, vous avez des tailles de marché qui sont importantes, qui permettront aux acteurs locaux de travailler. Et surtout, ce qui est intéressant pour ce genre comme pour les écoles, parce que ça fait travailler énormément de petites entreprises, de start-up dans ce domaine-là. Et donc, la création d'emplois, elle est là. Donc, quand vous faites des petits projets, quand vous faites des petites centrales de quelques mégawatts, comme par exemple dans le domaine de l'agriculture, on a fait les calculs. Si pour les 400 000 hectares, on peut à peu près faire 500 mégawatts. Si on étendait ça à 700 000 hectares, on pourrait atteindre 1 gigawatt. 500 décomposés, évidemment. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que là, on parle de petites capacités. Des petites capacités, c'est pour des fermes qui feraient entre 300, 400, 500, 1000 hectares. Et donc là, on le voit, c'est qu'il y a énormément d'enjeux au niveau donc, local pour faire travailler les Algériens dans ce domaine-là. Donc, il faut ce que le rapport du CRFE, et il le dit nettement, c'est-à-dire que lui, il dit qu'il faut sortir de cette logique de construire des centrales de 1400 MW, 1200, celles qui sont aujourd'hui construites par le groupe Sonelgaz, pour aller vers ce qu'on appelle le décentralisé, c'est-à-dire que des installations qui pourront être donc de quelques kilowatts, mais aussi qui pourraient être de 5 à 10 MW populaires. Voilà, et qui permettrait à l'ensemble des acteurs de pouvoir donc intervenir dans ce domaine. Et vous imaginez le nombre de postes d'emploi que l'on peut créer avec cette logique-là. C'est important. Un dernier mot pour vous, Haïdar Bedrehim. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Moi, je pense que les énergies renouvelables peuvent devenir un moteur de développement économique. Et je m'explique. C'est une source de création d'emplois énorme. D'ailleurs, l'Agence internationale des énergies renouvelables demande à l'Algérie de prévoir la formation d'1 million, je dis bien 1 million, 100 000 ingénieurs, 100 000 techniciens et techniciens, et surtout ce qu'on appelle les installateurs. L'Algérie, les énergies renouvelables sont devenues maintenant une urgence et impérative pour tout développement, pour l'agriculture, pour l'industrie. Donc cette énergie, elle ne sert pas seulement à économiser le gaz pour exporter éventuellement, mais surtout pour régler le problème, ce qu'on appelle la sécurité énergétique du pays à long terme. Ça, c'est très important. Et se placer comme un hub éventuellement, ça c'est un point qu'on n'a pas... pour l'exportation plus tard. L'exportation de l'hydrogène solaire. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire pour le futur. Oui, on va dire qu'on ne peut pas tout à fait vraiment commencer à parler de ça, étant donné qu'on n'a pas encore commencé. Le dernier mot, même si c'est un sujet extrêmement stratégique. Il faut préparer l'avenir dès maintenant. Il ne faut pas attendre comme on a attendu maintenant. Et le dernier mot pour vous, Mohamed Hamoud. J'aime bien mettre l'accent sur le fait que les énergies renouvelables, aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Si on veut respecter les engagements du COP21 que l'Algérie a mis pour 2030, si on veut préserver l'avenir de notre nouvelle génération, les enfants qui ne sont pas à table avec nous aujourd'hui, donc c'est une obligation. L'histoire des énergies renouvelables, c'est comme l'histoire de téléphone portable dans le passé. Qui croit au téléphone portable en 98-97, c'était rare. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer quelqu'un sans téléphone portable. C'est la même chose pour les énergies renouvelables. D'ici 2-3 ans, un secteur exactement, et très généreux en termes de création de postes d'emploi. Je répète, 45 postes par mégawatt. Donc, si on déploie 15 gigawatts, vous pouvez prendre votre calculatrice, imaginez combien de postes d'emploi on peut créer. Donc, à la fin, j'aimerais bien croire que 2021 sera l'année de déclenchement du solaire, d'accord. On vous l'espère, Mohamed Hamoud. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Pour ce débat
débat. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Miltech, la SPA spécialisée dans la télécommunication et énergie renouvelable. Merci à vous, Haïdar Bendreham, spécialiste expert en énergie renouvelable. Et merci à vous, M. Boukhalifa Yaissi, directeur général du cluster énergie solaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous souhaite une meilleure année que celle qui vient de s'écouler. Ce soir, j'ai eu l'honneur de présenter pour vous ma dernière émission et mon dernier jour également parmi ma famille de Canal Algérie. Je remercie l'ensemble de l'équipe de réalisateurs et de scripts qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Cette émission que j'ai conçue et produite pendant cette année, mine de rien, ça ne me rajeunit pas. Je vous remercie d'avoir été indulgent avec moi lorsque j'étais à mes débuts et je vous remercie de m'avoir aidé à m'améliorer grâce à vos critiques notamment. J'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé et surtout avoir été à votre service car c'est la mission du journaliste, être au service des citoyens, des Algériens. L'émission La Semaine Éco ne s'arrête pas aujourd'hui puisque la semaine prochaine, un journaliste présentateur prendra le relais à qui je souhaite plein succès. Quant à nous, eh bien, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.